Excellence, Monsieur Kermaïs Jiranaoui, ancien ministre des Affaires étrangères et président du Conseil tunisien des relations internationales. Excellence, Monsieur Ahmed Ounaïes, ancien ministre des Affaires étrangères et vice-président du Conseil. Excellence, Monsieur Monder Draïev, ancien directeur général de l'Institut diplomatique pour la formation et les études. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir m'exprimer devant cette salle ce soir, à la veille du sommet Chine-Arabe, premier sommet Chine-Arabe. D'autant plus, j'ai eu une audience d'adieu à midi aujourd'hui avec son Excellence le Président Saïd, avant mon départ définitif, avec d'une part de bons souvenirs et d'autre part un peu de regret pour rentrer en Chine, partir à la retraite. On dit une deuxième jeunesse, de pouvoir rencontrer autant d'amis, autant ambassadeurs, autant d'amis compatriotes chinois. C'est un grand plaisir pour moi. Merci aussi au Conseil des relations internationales d'avoir accepté l'organisation en coopération avec l'ambassade de Chine ici à Tunis pour ce dîner-débat. Puisqu'il s'agit la veille du premier sommet Chine-Arabe, je vais plutôt parler des relations Chine-Arabe et Chine-Tunisie. Comme vous le savez, l'amitié sino-arabe se transmet des milliers d'années et se renouvelle sans arrêt. Malgré la distance géographique qui nous sépare, nos deux peuples, chacun ont créé une civilisation de plusieurs millénaires, sont aussi proches comme membres d'une famille. J'ai cette expérience d'avoir vécu 2 ans ici en Tunisie et 3 ans et demi en Mauritanie dans le monde arabe. En particulier ici en Tunisie. D'ailleurs, j'en ai parlé aussi à plusieurs amis, même au président Saïd, que 2 pays et 2 peuples, chacun ont su créer une civilisation de plusieurs millénaires. Nous avons, entre la Chine et la Tunisie et le monde arabe, toutes sortes de facilités naturelles de nous rapprocher. Nous sommes, je dis toujours un terme, souvent loin des yeux, près du cœur. Nous avons été amis sur l'ancienne route de la soie, y compris la Tunisie, partager des bonheurs et des malheurs dans la lutte pour notre libération nationale respective. Combattu main dans la main sur la scène politique internationale et enregistré des coopérations fructueuses de la construction nationale dans le cadre aujourd'hui d'une mondialisation économique. Ces dernières années, le partenariat stratégique sino-arabe a continué à faire de nouveaux progrès et la construction conjointe de l'initiative La ceinture et la route a franchi une nouvelle étape. La Chine et les pays arabes ont consolidé la confiance politique, réalisé une coopération économique et commerciale fructueuse, montré une forte solidarité dans le combat contre le Covid-19 et renforcé les échanges culturels
établissant ainsi un exemple pour la solidarité et la coopération entre les pays en voie de développement. L'histoire et la pratique ont prouvé que, peu importe l'évolution de la situation internationale, quelles que soient les difficultés et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, la Chine et les pays arabes ont toujours été bons partenaires, amis et frères, et dans la coopération et dans une coopération mutuellement bénéfique. Il n'y a pas si longtemps, le 20e congrès national du Parti communiste chinois s'est tenu avec succès à Pékin. Il s'agit d'une réunion très importante qui a eu lieu au moment critique où la Chine s'engage dans la nouvelle marche de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et s'achemine vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire. Le premier objectif centenaire, c'est-à-dire à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, nous devrions éradiquer la pauvreté et mener la Chine dans une moyenne aisance. Nous les avons atteints, ces objectifs, l'année dernière. Deuxième objectif centenaire, c'est-à-dire aux alentours de centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, mi-2049, la Chine sera devenue un pays moderne, socialiste, prospère, etc. Ces objectifs, l'atteinte à ces objectifs centenaires pour la Chine, qui aura certainement un impact profond sur le développement du PCC et la Chine, ainsi que sur le monde, en particulier en ce qui concerne la paix, la stabilité et la prospérité du monde. Depuis plus de 30 ans, la Chine est premier contributeur du développement économique du monde. Depuis 10 ans, la Chine contribue au moins 30% du développement mondial. Le Congrès a défini les objectifs et les principales politiques pour le développement du parti et de l'État de la Chine au cours des 5 prochaines années et au-delà, et a clarifié les missions et la tâche du PCC dans la nouvelle ère qui est d'unir et de conduire le peuple chinois multi-ethnique pour réaliser l'objectif du deuxième centenaire, soit de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines. À l'occasion du 20e congrès, le Parti communiste chinois a fixé cette modernisation à la chinoise, qui n'est pas tout à fait la même chose que la modernisation des pays développés. Il faut faire attention. Cette modernisation à la chinoise, il a des caractéristiques spécifiques. Ce sera la première fois une plus grande puissance économique qui réussira sa modernisation, c'est-à-dire avec une envergure démographique de 1,4 milliard d'habitants. Jamais dans l'histoire du monde, un pays qui a autant de monde qui a réussi cette modernisation. Deuxièmement, cette modernisation sera réalisée par voie pacifique, pas comme les pays européens occidentaux qui se sont enrichis souvent à travers le pillage, à travers une période de colonisation. Pour la Chine, pas de problème, pas question d'envahir, de coloniser les autres pays. Nous allons moderniser la Chine par voie
pacifique. Troisièmement, ce sera une mondialisation équilibrée, c'est-à-dire pendant les 30 premières années du développement de la Chine, nous avons, c'est-à-dire à partir de fin des années 70, début 80, nous avons attaché un prix, un taux de croissance élevé. Mais ce qui a causé des impacts négatifs sur le climat, sur les ressources naturelles, sur la pénurie des ressources, sur le problème de pollution. Désormais, cette mondialisation sera une mondialisation équilibrée entre les êtres humains et la nature, aux dépens d'un taux de croissance plus élevé possible. Donc, ce congrès a reconduit le camarade, son Excellence, M. Xi Jinping, en tant que secrétaire général du parti. Donc, il entame son 3e mandat en tant que chef du parti. Certains nous critiquent. Ce sera un dictateur, etc. Lors de mes discussions avec nos amis tunisiens, je leur dis toujours, il ne faut pas avoir peur du Parti communiste, le mot Parti communiste. Si nous nous en tenons encore le nom du Parti communiste chinois, c'est parce que nous nous référons toujours à la théorie de Marx Engels, de Mao Zedong, de la pensée de Mao Zedong. Mais par contre, nous ne considérons plus les théories de Marx, d'Engels, sont des théories figées, orthodoxes, parce que nous, la pensée de Mao Zedong, aussi la pratique du Parti communiste chinois d'aujourd'hui, nous les considérons comme une continuation du marxisme dans le monde. Parce que au moment où Marx Engels a rédigé la manifeste communiste en 1848, la situation économique des pays développés, même en Allemagne, en Europe, n'est pas la situation d'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus rester figés à des théories classiques de Marx et d'Engels. Donc c'est pour cette raison que je pense que le Parti communiste chinois est un parti qui, d'une part, a le courage de reconnaître ses erreurs qu'ils ont commises durant la révolution culturelle, par exemple, et a le courage aussi de mener une lutte acharnée contre la corruption aussi, et a cette capacité de renouveler sa théorie. Moi, j'ai étudié la science politique et j'ai beaucoup vécu aussi en Europe, en particulier à Paris. J'ai beaucoup étudié le système des partis politiques en Europe. Et aujourd'hui, le Parti communiste chinois est nettement plus à droite des partis sociodémocrates en Europe. Si on fait une étude de fréquence politique des partis politiques européens, on est un peu à gauche des partis conservateurs. Ça, c'est une comparaison. Mais les théories du Parti communiste chinois n'ont rien à voir avec ces partis politiques en Europe. Même les partis communistes européens, français, en particulier grecs, nous considèrent comme un parti révisionniste. Pardon. Donc, nous adoptons, le Parti communiste chinois, aujourd'hui, nous adoptons une politique
pragmatique, parce que nous considérons qu'un pays, quel que soit, surtout pour les pays en voie de développement, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur politique des partis au pouvoir, le problème à résoudre, c'est d'abord rendre service au peuple et développer l'économie du pays. Sans le développement de l'économie, on ne peut pas parler de la stabilité politique et sociale. Et sans la stabilité politique et sociale, on ne peut pas parler de développement économique. Lorsque je discute avec des amis européens, surtout il y a quelques années, quand on constate qu'en Chine, un taux de croissance supérieur à 2 chiffres, supérieur à 10% dans une assez longue période, est-ce qu'on n'a pas la liberté? S'il n'y a pas la liberté, l'économie ne peut pas se développer de cette manière. Donc il y a forcément une liberté au sens large dans cette affaire. Donc je reviens à notre relation sino-arabe. À l'heure actuelle, les changements du monde, des temps et des histoires, et des temps de l'histoire s'accélèrent. Tous les pays du monde se préoccupent de l'avenir et réfléchissent à la voie à suivre pour son propre développement. Sur le plan intérieur, pour la Chine, c'est de préserver dans notre propre voie socialiste à la chinoise, rester fidèle au concept de développement centré sur le peuple. C'est de s'attacher aux objectifs de la politique étrangère d'indépendance et de paix, à savoir le maintien de la paix mondiale, la promotion du développement commun et la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Le développement de la Chine est une force pacifique pour le monde. La Chine ne prétendra jamais l'hégémonie ni s'engagera dans l'expansion. Il s'agit de l'engagement politique solennel du gouvernement chinois, du peuple chinois, qui reflète la volonté commune de plus de 1,4 milliard d'habitants. Nous sommes confiants et capables d'injecter continuellement une certitude et une stabilité précieuse pour la communauté internationale grâce à la stabilité de la Chine, grâce à notre gouvernance et nos politiques économiques et le développement de la Chine. La Chine s'attend à ce que les pays arabes, y compris en particulier la Tunisie, deviennent des partenaires importants sur la voie de la modernisation à la chinoise et qu'ils profitent des opportunités offertes par le très grand marché chinois. J'ai dit aujourd'hui à son Excellence, Monsieur le Président Saïd, ce n'est pas une reproche, mais c'est une remarque, que la Tunisie peut encore plus profiter des plateformes de coopération entre la Chine et les pays étrangers. Parce que vous avez plusieurs casquettes. Pays africains, nous avons un forum de coopération Chine-Afrique. Pays arabes, nous avons un forum de coopération Chine, pays Ligue arabe. Il y aura un sommet, le premier sommet Chine-Arabe. Nous avons aussi l'initiative de la route de la soie. Et la Tunisie est sur cette route. Pourquoi ne pas profiter plus de ces plateformes de coopération entre la Chine et la Tunisie? J'espère bien que lors de cette rencontre officielle entre nos deux chefs d'État, dans 2 jours, à Riyad, ils peuvent
discuter et fixer le cap du développement économique entre la Chine et la Tunisie. Et puis après, les différentes équipes de différents ministères vont travailler pour appliquer les orientations et le consensus obtenus par les deux chefs d'État. Chers amis, la Chine et les pays arabes sont tous les membres importants du monde des pays en voie de développement et sont tous constituent des forces politiques importantes sur la scène internationale. La Chine considère toujours les relations sino-arabes dans une perspective stratégique et prend les pays arabes pour des partenaires importants dans la poursuite du développement pacifique, du renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays en voie de développement et de la promotion de la construction d'une communauté de destin commun. Face aux changements majeurs jamais connus depuis un siècle, il est d'autant plus important pour la Chine et les pays arabes d'hériter leur amitié historique, d'approfondir leur coopération stratégique et de faire face aux opportunités et aux défis historiques ensemble. La Chine et les pays arabes devraient être de vrais amis qui s'unissent et coopèrent pour surmonter ensemble les difficultés de l'époque. Nous nous attachons tous à la paix et au développement, à une adhésion au principe de souveraineté, une opposition ferme à l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, à une opposition à toutes les formes d'hégémonisme et de la politique du plus fort, ainsi qu'au respect, au soutien de choix indépendants du développement de chaque pays, en fonction de leurs conditions historiques, culturelles, religieuses, propres à la réalité de leur pays. Les deux parties, le monde arabe et la Chine, se comprennent et se soutiennent depuis longtemps sur des questions, des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures. La Chine soutient fermement les pays arabes dans l'exploration de leur propre voie de développement afin de parvenir à la stabilité et au développement, et s'est opposée à toute ingérence de forces extérieures sous prétexte de soi-disant démocratie, droits de l'homme, etc. Sur des questions telles que la politique d'une seule Chine, le problème de Xinjiang, de Hong Kong, les droits de l'homme, etc., qui sont au cœur des intérêts et des préoccupations de la Chine, les pays arabes ont toujours apporté un soutien ferme et fort à la partie chinoise. Alors que nous entrons dans la troisième décennie du XXIe siècle, le monde entre dans une nouvelle période de turbulence sous les effets combinés des changements du siècle, de l'épidémie et de la crise en Ukraine qui s'entremêlent. Face à un environnement international tumultueux, la Chine et les pays arabes doivent être plus déterminés à développer des relations amicales et devraient agir plus énergiquement pour se soutenir mutuellement dans la défense de leurs propres intérêts fondamentaux. La nation chinoise et le monde arabe disposent toutes deux d'une histoire ancienne, tenace et pleine de sagesse. Elles ont créé des civilisations glorieuses dans l'esprit de défier les défis et de se développer toujours avec l'évolution du temps. Tant que la Chine et les États arabes sont unis, aucune difficulté ni aucun risque ne pourra arrêter le rythme de la grande renaissance de la Chine et du monde arabe. La Chine et les pays arabes devraient être bons partenaires de coopération, gagnant-gagnant et de développement commun. Le développement est la clé de la solution de nombreux problèmes de gouvernance au Moyen-Orient.
La Chine et les États arabes doivent toujours se concentrer sur leur coopération, faire davantage pour assembler les efforts de développement, de compléter les forces de chacun et de partager la prospérité. La Chine a signé des documents de coopération sur la construction conjointe de la ceinture et de la route avec plus de 20 pays arabes et la Ligue arabe et le secrétariat de la Ligue arabe. Les deux parties ont mis en œuvre plus de 200 projets de coopération à grande échelle dans le domaine de l'énergie et des infrastructures et les résultats ont bénéficié à près de 2 milliards de personnes des deux côtés. Les deux parties encouragent activement la facilitation de commerce et des investissements, stimulant les investissements bidirectionnels sino-arabes ainsi que l'économie et le commerce pour atteindre une croissance multiple. En 2021, le stock d'investissements directs bilatéraux Chine-Arabe a atteint 27 milliards de US dollars, soit une augmentation de 2,6 fois par rapport qu'il y a 10 ans. Le volume des échanges commerciaux Chine-Arabe atteint 330,3 milliards de US dollars, soit une augmentation de 1,5 fois par rapport qu'il y a 10 ans. Au cours des 3 premiers trimestres en 2022, le volume des échanges commerciaux Chine-Arabe a atteint 319 milliards de US dollars, soit une augmentation de 35,28% en glissement annuel proche du niveau en année pleine de 2021. La coopération anti-épidémique entre la Chine et les pays arabes a atteint une couverture complète. Dans la prochaine étape, nous nous concentrons sur l'approfondissement de la coopération en matière de vaccins en fonction des besoins des pays régionaux. À l'heure actuelle, la Chine est en train de construire un nouveau modèle de développement et de mettre en œuvre l'initiative du développement global. Elle est disposée à partager les opportunités du marché chinois avec les pays arabes, à élargir la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, des communications et de l'aérospatial, en particulier à explorer le potentiel de coopération dans de nouveaux domaines et de nouveaux formats commerciaux engendrés par l'épidémie et de développer de nouveaux pôles de croissance tels que la haute technologie, la santé et l'économie verte. La Chine et les pays arabes devraient être les promoteurs d'une paix durable et d'une sécurité universelle. Depuis longtemps, les deux parties défendent fermement le système international régi par les principes de la Charte des Nations Unies, à savoir l'ordre international fondé sur le droit international et les normes fondamentales des relations internationales basées sur les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies. Ils défendent conjointement la démocratisation des relations internationales, les intérêts communs des pays en développement et la promotion de la juste cause du développement pacifique de l'humanité. Le Moyen-Orient était autrefois le haut lieu de la civilisation dans l'histoire de l'humanité, mais à l'heure actuelle, il connaît des conflits et des troubles, et c'est devenu une dépression sécuritaire aux yeux du monde. Face à la complexité des conflits et des différends au Moyen-Orient, la Chine a toujours pensé que le Moyen-Orient était un Moyen-Orient pour les peuples du Moyen-Orient et que la communauté internationale ne devait ni dépasser ses limites, ni rester les bras croisés, mais devrait contribuer au maintien de la stabilité et à la promotion de la paix au Moyen-Orient sur la base du respect des souhaits des pays du Moyen-Orient. Les initiatives politiques de la Chine à l'égard du Moyen-Orient sont fondées sur les mérites de la question elle-même,
sur les intérêts fondamentaux des peuples du Moyen-Orient. Nous ne cherchons pas de mandataires au Moyen-Orient, mais plutôt à promouvoir des pourparlers de paix. Nous ne nous engageons pas dans les sphères d'influence, mais encourageons plutôt l'adhésion au cercle d'amis, la ceinture et la route. Nous ne cherchons pas à combler un vide quelque part, mais plutôt à tisser un réseau de partenaires mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant. La Chine jouera activement le rôle d'une puissance responsable, mettra activement en pratique la nouvelle vision de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, renforcera la communication et la coordination avec les pays arabes et œuvrera au règlement politique des dossiers brûlants régionaux. La Chine et le monde arabe devraient être des leaders de l'ouverture, de l'inclusion et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations. La prospérité des civilisations et le progrès de l'humanité ne peuvent être dissociés de la recherche d'un terrain d'entente tout en réservant les différences, l'ouverture et l'inclusivité, les échanges entre les civilisations et l'apprentissage mutuel. Les civilisations chinoises et arabes ont toutes deux apporté de grandes contributions à la civilisation humaine au cours de l'histoire, mais ont été traitées injustement à l'époque moderne et se donnent maintenant main dans la main sur la voie du développement et du renouveau. La Chine et les pays arabes ont développé une coopération riche et variée dans les domaines de la jeunesse, de la religion, des partis politiques, du journalisme, de l'éducation, de la culture, de la santé, etc. En élargissant les échanges et approfondissant la compréhension mutuelle, et ont trouvé ainsi un moyen de coexistence amicale et de coopération gagnant-gagnant entre différentes civilisations, et devenant ainsi un modèle pour la pratique d'un nouveau type de relations internationales. Nous préconisons tous le renforcement du dialogue, de la tolérance et de la compréhension mutuelle entre les civilisations, les peuples et les religions, et nous nous opposons à la théorie du choc des civilisations, à la théorie de la supériorité des civilisations et à l'islamophobie. Nous nous opposons à lier le terrorisme à toute nation, religion, pays ou civilisation. Face à l'avenir, la Chine travaillera avec le monde arabe pour promouvoir les valeurs communes de paix, de développement, d'équité, de justice, de démocratie et de liberté pour toute l'humanité, et nous approfondirons les échanges entre les civilisations pour transcender les barrières entre les civilisations, l'inspiration mutuelle entre civilisations pour surpasser les conflits et la coexistence des civilisations pour surpasser également la supériorité des autres civilisations. Nous allons promouvoir la compréhension mutuelle et l'affinité entre les peuples et sauvegardons ensemble la diversité des civilisations mondiales. Mesdames et messieurs, chers amis, dans 2 jours, le premier sommet Chine-Arabe se tiendra en Arabie saoudite. Il s'agit d'un choix stratégique pour la Chine et les pays arabes de renforcer la solidarité et la coopération dans la situation actuelle. Et les 2 parties discuteront, élaboreront ensemble des orientations autour de la construction d'une communauté de destin sino-arabe pour la nouvelle ère. La Chine proposera des actions concrètes à ce moment-là pour la future coopération pragmatique sino-arabe. Nous allons proposer plutôt
quelques actions phares, c'est-à-dire sauvegarder l'indépendance et la souveraineté, respecter l'indépendance et la souveraineté des pays, développement d'une économie verte, une coopération dans le domaine de sécurité et une coopération dans le domaine de formation des jeunes. Il y a plusieurs actions qui vont être proposées par son Excellence, Monsieur le Président Xi Jinping. Des deux côtés, la Chine et les pays arabes, nous allons travailler pour faire progresser l'amitié traditionnelle, enrichira et approfondira continuellement le modèle de coopération globale, multiniveau et de grande envergure au profit des peuples chinois et arabes, et nous allons inciter les pays en développement à s'unir et à coopérer et sauvegardera conjointement la cause de la paix et du développement dans le monde. La Chine et la Tunisie entretiennent une bonne relation historique et nous menons des concertations dans le domaine de coopération sino-arabe. Lors du 31e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu au début du mois dernier à Alger, la passation de la présidence tournante du Conseil de la Ligue des pays arabes a été officiellement remise à l'Algérie par la Tunisie. La Chine apprécie hautement la contribution positive de la Tunisie en faveur du développement des relations sino-arabes au cours de son mandat. Et la Chine est prête à saisir l'occasion pour travailler avec les amis tunisiens afin de promouvoir la construction de l'initiative, la ceinture et la route d'une manière plus approfondie et plus pragmatique. Le développement partenariat stratégique sino-arabe pour une coopération globale et le développement commun entre la Chine et le monde arabe vers l'avenir. Main dans la main, nous travaillerons ensemble pour créer un avenir meilleur pour les relations sino-arabes et sino-tunisiennes. Avant de terminer mon allocution, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour exprimer toutes mes gratitudes à tous les amis ici présents, de vieux amis, de nouveaux amis qui ont bien voulu m'aider, accorder des aides et des soutiens pour faciliter ma mission ici en Tunisie. J'ai dit tout à l'heure à des amis que j'ai vécu 2 ans en Tunisie, 2 ans et 1 mois. C'est court, mais c'est intense, c'est fructueux et j'ai vécu des moments forts avec nos amis tunisiens pour mener cette coopération de lutte contre le coronavirus. Et j'ai plein d'idées au bout de 2 ans pour développer des relations sino-tunisiennes dans le domaine, par exemple, agricole, automobile, l'énergie renouvelable. Il y a des compatriotes chinois qui travaillent dans ce domaine. La Chine, une entreprise chinoise va investir 200 millions de $, pour construire 2 centrales photovoltaïques ici en Tunisie. Investissement 100% par l'entreprise chinoise et opération pendant 20 et 25 ans. Et pourquoi pas désormais, je suis allé récemment visiter
GAFSA. Vous avez la matière de quartz qu'on utilise pour fabriquer, produire les panneaux photovoltaïques. Pourquoi pas travailler ici, mener une coopération entre la Chine et la Tunisie pour faire fabriquer un certain nombre d'équipements d'énergie renouvelable ici. Il y a d'autres idées, les zones de développement économique, les projets d'infrastructures de grande envergure, l'autoroute, le pont, ligne de chemin de fer, port en eau profonde, etc. Donc il y a plein de potentialités de coopération entre la Chine et la Tunisie. Il faut avoir une volonté, il faut avoir des personnes compétentes pour mener à fond ces projets. Je voudrais vous dire avant de partir que je garde un très bon souvenir de mon séjour ici en Tunisie et que même si je pars à la retraite dans une semaine, mais je vais continuer à contribuer en faveur du développement des relations sino-tunisiennes d'une autre manière et que je reviendrai certainement en tant que touriste pour des visites privées et à ce moment-là, je serai très content de pouvoir vous rencontrer encore ici en Tunisie et vous serez aussi bienvenus à Pékin si l'occasion vous le permettront de vous rendre en Chine. Ce sera un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir vous rencontrer là-bas pour parler des relations bilatérales, etc. Merci.